va commencer par accueillir Cynthia Sitter de la marque Sitter et Ambroise, qui est accompagnée de Laetitia Ferreira de Impact Mode Création. Cynthia est membre de Fashion Green Hub et résidente de Plateau Fertile et la fabrication d'Impact Mode Création à Roubaix. C'est à vous. Vous m'entendez? Oui, Bon. super. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour tout le monde. Je suis hyper contente de commencer par ouvrir le bal. Donc, je me présente, je suis Cynthia Sitter, la créatrice des Power Combi sur mesure Made in Roubaix. La combi, pour moi, est une passion. Je ne le redirai jamais assez pour sa coupe, son style, son élégance, pour la possibilité de tout faire avec cette combinaison. J'ai décidé de me spécialiser et d'habiller toutes les femmes. Sauf qu'on connaît toutes les complications pour porter, acheter et avoir une combinaison parfaite. Donc, du coup, moi, je ne voulais pas de compromis. J'ai décidé de la faire sur mesure. Mais il y avait une chose encore mieux, la cerise sur le gâteau. Je la voulais made in Roubaix. Et du coup, je laisse Laetitia enchaîner sur la présentation de l'atelier. Oui, bonjour. Alors moi, je suis Laetitia, je suis la co-gérante de l'atelier IMC à Roubaix. Et donc, IMC, c'est un atelier qui existe depuis 1993, qui embauche maintenant 14 personnes. Et notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les créateurs sur le prototypage, les productions à la demande, d'une part. Et d'autre part, on fait aussi tout ce qui est prototypage pour les grandes enseignes, les centrales d'achat et les productions Made in France pour ceux qui veulent nous les confier. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Cynthia pour les productions à la demande en sur-mesure. Justement, on embraye là-dessus. Donc, ce qui était hyper important pour nous de vous transmettre lors de notre petit love pitch, c'était le pourquoi je travaille aujourd'hui avec IMC. Aujourd'hui, moi, quand je suis venue voir IMC, j'avais une envie qu'on me prenne au sérieux, pas pour une petite créatrice. J'avais envie d'être accompagnée, j'avais envie de pouvoir me projeter en tant que marque, de me développer. Et surtout, j'avais vraiment cet objectif de proximité. Je voulais pouvoir descendre, monter, aller à l'atelier, pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil pour demander comment ça fonctionne, qu'est-ce qui ne va pas, comment je peux améliorer mon produit, comment je peux gagner du temps, comment je peux faire en sorte que ça rentre dans mon prix de revient, etc. etc. Et c'est ce qui m'a fait atterrir chez IMC, car j'avais envie d'une relation de confiance, longue durée et d'un vrai accompagnement. Alors, on parle souvent de cette histoire de confiance avec Cynthia. Je pense que c'est important qu'il y ait une bonne relation de confiance entre l'atelier et le créateur. Et je suis contente qu'elle l'ait trouvé chez nous parce qu'on essaye de donner sa chance à presque tous les créateurs, parce qu'on ne peut pas donner la chance à tous les créateurs, mais à presque tous les créateurs parce que sinon, ils ne peuvent pas exister, ils ne peuvent pas se développer, ils ne peuvent pas, si on ne leur donne pas la chance, ils ne peuvent pas développer leur projet et nous emmener avec eux quand le projet sera du coup grand. Et on essaie de beaucoup échanger, notamment sur les coûts de travail, les coûts de production, les coûts minutes, comment simplifier parfois et comment justifier certaines majorations. Voilà. Pourquoi des fois on se dit ok, là ça va être plus cher, mais on le fait quand même parce que ça apporte une vraie plus-value, c'est un plus pour ton produit et voilà, on a cette relation de faire vraiment beaucoup d'échanges. Elle évolue avec nous, on évolue avec elle et on est très content de ça. Et notre façon de fonctionner, c'est qu'à l'heure actuelle, donc je suis installée au Fashion Green Hub, donc directement à l'étage, à l'usine. Je prends les mesures de mes clientes, je travaille sur toute la partie process, donc rendez-vous, choix des matières. Il m'arrive même de descendre pour lui montrer les tissus avant, pour qu'elle puisse me dire si c'est difficile ou non en machine pour ma combinaison, si ça s'adapte vraiment à ce que je veux. Moi, j'ai un traceur, donc j'ai une grande imprimante directement à l'étage. J'imprime mon patron. Donc, on planifie toujours le quand je dépose et quand est-ce que je récupère ma combinaison. Donc, je descends mon rouleau de papier, mes fournitures. Donc, le papier, il y a mes patrons dessus, mon tissu. Du coup, Laetitia compte dans mon prix le coût de la coupe, le montage, les délais. Et moi, je vois avec elle pour améliorer à chaque fois les étapes de production, mais aussi commencer à imaginer
un vrai développement en me disant, OK, ça, c'est ma nouvelle façon de fonctionner. Tel jour, je dépose mon patron, tel jour, je le récupère. Ça me permet aussi de pouvoir voir les délais auprès de mes clientes, leur raconter notre histoire, le comment on fonctionne, parce que je reprécise, pour moi, en tant que créatrice qui ne développe que des combinaisons sur mesure, donc ça veut dire à la pièce. J'ai dû faire des pieds et des mains pour trouver un atelier qui devait s'adapter à moi. Donc, il y a des mots très forts qu'on a gardés toutes les deux, où on s'est dit qu'on s'y retrouvait énormément, justement, la rapidité, la réactivité, l'adaptabilité aussi, parce qu'il y a des moments, il y a des fournitures dont j'ai besoin à l'instant T, mais que je n'ai pas et que je dois prévenir Laetitia, ça change sa chaîne à elle. Et aujourd'hui, tous les ateliers ne nous le permettent pas forcément. Et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir faire du circuit court et de pouvoir parler à plat et avec honnêteté et transparence à mon atelier qui devient mon vrai partenaire. Oui, alors la flexibilité, ça c'est pas venu du jour au lendemain chez INC. C'est venu parce qu'on accompagne beaucoup de créateurs qui, des fois, marchent très bien, des fois, marchent moins bien. Il y a des hauts, des bas. Des fois, ils n'arrivent pas à s'approvisionner en matière. Des fois, il y a des retards, etc. Et on a appris, on a aussi cette force de pouvoir aussi compter sur des monteuses proto expérimentées qui nous permettent aussi une flexibilité. Et je pense que le fait d'être toujours en transparence nous aide à mieux bouger les lignes du planning, à appeler tel créateur, voilà, est-ce que tu peux faire une petite place pour que telle personne puisse passer? Et on essaye vraiment de communiquer au plus vite et le plus souvent pour être le plus réactif possible et qu'il n'y ait pas d'impact parce qu'il n'y a pas telle fourniture et qu'il faut quand même livrer la cliente, parce que le but final, c'est quand même toujours la cliente. Je ne sais pas si on a dépassé les 5 minutes. Un tout petit peu, mais ça va aller. Merci beaucoup pour ce super pitch d'empowerment féminin. C'est vraiment canon. Ça donne super envie, en tout cas. Et vous avez une belle relation. Ça fait plaisir à voir. Et on espère que les créateurs, en tout cas, qui nous regardent et les ateliers, prendront le pas aussi là-dessus à nous permettre de pouvoir continuer à nous développer et à nous recevoir comme des grands et pas comme des tout petits. Tout à fait. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle qu'on est dans notre session de Love Pitch, donc avec une marque et un de ses fabricants chouchous. Voilà, ils se déclarent un peu leur flamme et en tout cas, ils présentent en quoi leur relation de partenariat est profitable et on espère que ça peut vous inspirer. Donc, on va enchaîner avec Éléonore Brica de Chandam et Georges Major de Peignage du Mortier. Bonjour Éléonore, bonjour Georges. Bonjour, vous m'entendez bien? Super. Ok, je suis dans un problème de train, bonjour, mais Georges. Tout va bien. Ok. À vous de jouer, vous avez 5 minutes. C'est parti. 5 minutes plus. Alors, Éléonore m'a demandé l'introduction. Donc, tout d'abord, merci à Fashion Green Hub et aux organisatrices de nous accueillir ce soir et aux auditrices et auditeurs de bien vouloir nous écouter d'une oreille attentive pour découvrir la flamme qui est née entre nous deux, pour reprendre l'expression évoquée à l'instant. Alors, je te laisse, Éléonore, de te présenter, le son de te présenter. Ok, merci beaucoup, Georges. Alors, peut-être pour commencer, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que Chandam. Donc, Chandam, c'est une marque de pull pour femmes qui est enthousiaste et engagée. Nous sommes 2 fondatrices, Sandra, qui n'est pas là aujourd'hui, et moi-même, Éléonore. Alors, le principe, c'est qu'on travaille qu'avec des fibres naturelles, avec beaucoup de couleurs. C'est vraiment notre identité. Et surtout, on a des filières qui permettent de valoriser le travail des paysans, donc vraiment ces hommes et ces femmes qui sont à la source de la fibre. On a choisi de développer une filière de valorisation du mérinos d'Arles français, depuis l'éleveur et l'éleveuse jusqu'à celles et ceux qui porteront nos pulls. Et parce qu'on est proche des régions d'élevage, on a réussi à construire des connexions avec ce monde. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très important aussi pour nous, c'est de connecter directement avec ceux qui produisent la fibre. Alors, quant à moi, je suis donc Georges, j'ai 45 ans d'expérience dans l'industrie textile, dont 30 ans au Peignage du Mortier, donc je vous laisse le soin de faire la soustraction de l'addition pour deviner l'âge que j'ai. Mais je continue à vivre ma passion au Peignage du Mortier, ma passion pour le textile, en tant que consultant. Alors, qui est le Peignage du Mortier? C'est l'unique spécialiste français de la transformation des fibres par carnage peignage
à façon à destination de tous les systèmes de filature. Fondée il y a 125 ans, et d'ailleurs à ce titre, Peignage du Mortier était labellisée entreprise du patrimoine vivant. Son usine est située à Tourcoing et s'adresse aussi bien au marché textile, des textiles techniques, qu'au marché de l'habillement et de l'ameublement. Alors, notre actualité aujourd'hui, nous redémarrons, les 60 collaborateurs du Peignage du Mortier redémarrent aujourd'hui les ateliers destinés à la transformation du lin, du chanvre, de l'ortie et bien sûr de la laine. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble cet après-midi, mais également des matières recyclées. Alors, notre partenariat aujourd'hui, de notre côté, en tout cas, il est né du souhait de créer des pulls en laine française pour une cible qui est à la fois exigeante en termes de douceur, mais aussi d'aspect. Et en plus, ce qui était vraiment important pour nous, c'était de créer des nouveaux débouchés pour cette matière première, une des rares matières textiles qu'on a directement en France et qui est produite sur notre territoire. Donc, on a identifié la filature peignée comme répondant à ces critères. Parce que finalement, fabriquer un fil peigné, ça demande des fils plus longues et des étapes de transformation supplémentaires avec un résultat du coup qui est plus solide, plus qualitatif et un aspect aussi qui est plus propre, plus lisse, plus doux. Seulement, un fil peigné en laine française, c'est quasiment inexistant du marché. Donc, on a vraiment entrepris une démarche de R&D depuis près d'1 an et demi pour développer ce fameux fil peigné. Et cette démarche, elle va de la sélection des fibres lors des chantiers de tonte. Donc, on est là, on trie avec les éleveurs, etc., jusqu'au peignage, à la filature et à la teinture. Et c'est vraiment dans ce cadre du peignage qu'on a confié cette année notre laine à Peignage du Mortier. Alors, Léonard nous a sollicité pour peigner de la laine mérinos afin de développer un fil peigné 100%. Et c'est dans ce but que nous avons suggéré de nous adresser à la filature UTP pour filer les rubans que nous allions faire avec sa laine. Donc en 2019, nous avions redémarré les ateliers de carnage-peignage de laine pour répondre à la demande en laine française qui est de plus en plus importante. Nous avions d'abord proposé une offre en présentation open top pour la filature cardée dans le cadre du projet Tricolore et la mise au point d'un fil 100% laine peigné 100% en France s'inscrit pour nous dans une logique de diversification sur notre axe de développement stratégique. Et c'est dans cet esprit que nous avons immédiatement répondu oui en majuscule à la demande d'Éléonore et de Sandra et nous sommes ravis de les accompagner aujourd'hui dans le projet Chandam et dans cette belle aventure. Alors, si on nous demande un petit peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés, ça fait 1 an et demi qu'on a pris contact. Donc, c'était grâce à la filature Fonty, un autre acteur de la laine en France. Et tout de suite, quand on a discuté avec Georges, on a senti beaucoup d'écoute, beaucoup de pédagogie vis-à-vis de notre projet. Ensuite, on a eu des discussions beaucoup plus vastes autour de la filière laine en Europe et des points de fragilité. Et ça a vraiment témoigné des valeurs qu'on avait en commun, au-delà même du projet qu'on pouvait avoir. On a repris contact de façon plus concrète début 2021 pour du conseil et ça a vraiment abouti à la volonté de travailler ensemble. Alors, merci beaucoup. Alors, on sent l'ocasse. On prenait notre souffle là. Alors, nos premiers échanges ont été immédiatement sympathiques et nous avons ensuite, en ce qui me concerne, beaucoup aimé le côté innovant ainsi que la démarche très professionnelle d'Éléonore et Sandra. Elles ont su sourcer les meilleures qualités de laine en termes de longueur et de finesse pour réunir les conditions du succès. Et leur positionnement haut de gamme, ainsi que l'assurance de la traçabilité, j'insiste bien là-dessus, la traçabilité de l'animal jusqu'au pull, conforte la solidité de leur projet. Là, maintenant, Éléonore va conclure. Je conclus. Non, mais tout ça pour souligner ce qui a permis ce partenariat, en fait. Et c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait la même volonté, donc à la fois de valoriser des laines françaises auprès des éleveurs, donc pas juste pour l'industrie, mais vraiment au niveau des éleveurs aussi, de diversifier l'offre, donc en proposant un produit qui est plus qualitatif et plus haut de gamme, et vraiment toute cette démarche d'innovation et de RSE qu'on souhaitait faire en s'associant.
L'humain est également une valeur à laquelle nous sommes très attachés et je pense que nous partageons avec Sandra et Eleonore. Et Chandam et Péniel du Mortier, chez Chandam et Péniel du Mortier, nous travaillons avec la même passion et le même désir de réussir et de faire aboutir ce projet. Là, Merci. Merci à tous les deux. On voit en tout cas que effectivement les valeurs de créativité et d'enthousiasme coloré de Chandam sont partagées. C'est pour ça que j'ai mis un pull de couleur ce soir. Pour ceux qui souhaiteraient en tout cas soutenir la marque, vous avez une campagne en fait en cours sur KissKissBankBank. On va vous partager le lien en chat pour ceux qui aimeraient en savoir plus et vous soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons continuer cette session de Love Pitch entre les marques et leurs fabricants afin de voir un petit peu comment se transmet et se perpétue la fabrication française aujourd'hui avec Marion Lemaire de la marque Splice et Bruno Nahan, président du tricotage Bugy. Bonjour. Bonjour Marion. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette belle initiative. Donc, Marion Lemaire, je suis la fondatrice de la marque Splice, qui est une marque d'intemporel en lin français, donc fabriquée en France, de la graine au produit fini tant que possible. Donc, toutes les étapes à part la filature, qui aujourd'hui est faite en Pologne et l'année prochaine sera à nouveau faite en France. Donc, j'ai démarré fin 2018. Donc, nouvelle dans le domaine de la mode, nouvelle dans le lin. Je voulais vraiment des produits écologiques fabriqués en circuit court. Donc, je travaille essentiellement avec du lin bio, français toujours. Et donc, j'ai commencé en cherchant, donc travaillant sur peu de modèles, en cherchant donc des tricoteurs qui savaient travailler le lin. Donc, j'ai démarré au Salon du Made in France en 2018 et j'ai petit à petit étoffé ma gamme et cherché à agrandir mon nombre de fournisseurs et à rencontrer donc, toutes les personnes en fait, qui savaient travailler le lin. Et j'ai rencontré Bruno, donc le président de Bugis, au Salon du Made in France 2019. C'est Pierre Schmitt, le patron du groupe Velcorex, qui me l'a présenté. Et Bugis, ça faisait partie des tricoteurs que j'avais approchés au tout début. Et puis, on m'avait dit, Bugis, 100% lin, ce n'est pas possible. Et j'ai rencontré Bruno à cette occasion qui m'a dit, comment ça? Mais bien sûr que oui, on peut faire du lin. Et puis, depuis ce jour-là, on travaille ensemble. Bruno m'a accueillie comme si j'étais un grand. Donc, j'étais toute petite. Je suis toujours toute petite, mais on travaille ensemble comme si j'étais une grosse société. Donc, le même accueil, la même flexibilité, la même disponibilité, la même qualité. Voilà, donc Bruno, je vais te laisser nous raconter un petit peu comment tu travailles avec cette belle matière. Oui, merci pour ce résumé. C'est vrai que pour Bugis, ça a été assez exemplaire parce que déjà, comme l'évoque Marion, le premier point, c'est que dans un amont de la filière, on a un peu trop l'habitude à fonctionner en silo. Pierre Schmitt, donc, qui est un confrère, à penser filière et il nous a mis en contact, ce qui nous a permis effectivement d'avancer. Et deux, ce qui nous a vraiment séduit, mes équipes et moi-même, c'est l'approche, c'est finalement le positionnement de Splice, puisque en parallèle, nous développons depuis maintenant 2-3 ans des collections de tissus en maille éco-responsables, donc qui se déclinent en coton bio, en coton recyclé, en matière alternative au coton, qui pose un certain nombre de questions aujourd'hui. Je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, en termes de RSE, le coton a quand même pose un certain nombre de soucis. Et ce qui était intéressant, c'était effectivement de pouvoir échanger avec Marion autour de son projet. Elle l'a dit en souriant, mais c'était vrai, c'est-à-dire que là aussi, c'est exemplaire. C'est finalement au travers de l'impulsion d'une jeune marque qui n'a pas fonctionné sur, je dirais, des schémas classiques contractuels entre fournisseurs et clients, à savoir que très concrètement, pour illustrer mon propos, Marion s'est déplacée, Marion se déplace, elle vient sur site, elle rencontre l'ensemble des experts de Bugis, hein, que ce soit les régleurs sur métier, que ce soit l'équipe stylisme développement.
Et cet échange permet vraiment de pousser, en fait, de créer vraiment une dynamique de développement produit qui nous a permis effectivement de nous améliorer, nous-mêmes en interne, hein, chez Bugis, et de travailler le lin qui ne faisait pas partie des fibres que l'on travaillait. Et je dirais au-delà de ça, ce qui est bien, c'est que cette dynamique, et on l'a encore vécu la semaine dernière quand Marion était en réunion de travail avec nos équipes, c'est que ça nous permet justement d'aller explorer, encore une fois sous son impulsion, et en toute humilité, le message qu'elle arrive à faire passer à mes équipes est parfois beaucoup plus performant que celui que je pourrais être amené à délivrer. C'est qu'en fait, ça nous permet d'aller explorer des matières et des territoires sur lesquels on n'est pas. Exemple, on a travaillé avec Marion, bien entendu, sur une offre 100% lin en Jersey, mais on a également développé avec elle une offre sur un molleton léger, 100% lin. On est en train d'aller explorer également des terrains nouveaux, mais sur lesquels on sent qu'il y a des réponses qui vont pouvoir être apportées à court terme. C'est une offre en piqué, 100% lin, un interlock, 100% lin, bref, toute une série de matières pour lesquelles on apporte des solutions nouvelles en termes d'offres à Splice, mais pour nous aussi, ça nous permet d'améliorer finalement nos compétences et notre offre produit en termes de collection. Ouais. En fait, moi, j'ai tendance à vouloir aller trop vite. J'ai envie de faire plein de nouvelles choses avec le lin. Là, j'utilise quasiment plus que du lin biologique. Il est difficile. Là, on a quelques difficultés parfois à le tricoter, donc il faut qu'on s'adapte au fil. Et moi, je veux aller trop vite. Et Bruno, avec ses équipes, il m'aide à… Voilà, donc tout le monde est partant. On travaille pour développer des nouveaux tissus à base de lin, avec les contraintes de ce fil-là. Donc, on essaye de faire des choses différentes. Ce que disait Bruno, on va tricoter avec plusieurs fils, on va faire une maille différente. Et on ne va pas aller trop vite parce qu'on veut avoir un produit de qualité. C'est ce dont j'ai vraiment besoin. Donc Bugis m'accompagne, les équipes de Bruno m'accompagnent vraiment sur ce développement. Tout le monde est partant et tout le monde a envie de développer. C'est assez grisant, en fait, de développer des nouvelles choses avec le lin. Et à la fois, on ne va pas trop vite parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment de bonne qualité. Et moi, en plus, ça m'apporte, je réduis mes circuits, parce que mes circuits de fabrication, parce que mon atelier de confection est à quelques kilomètres de chez toi. Hein. On est vraiment très, très près. C'est vrai qu'on peut, comme le dit Marion, ce qui est aussi important pour nous, et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans le, je dirais, le message et le travail qu'accomplit Bugis, c'est vraiment d'essayer de favoriser l'écosystème local. Tout à l'heure, j'écoutais avec intérêt le témoignage de cette jeune femme qui est à Roubaix et qui a lancé donc une collection autour de la combinaison. Et c'est vrai que je pense que c'est devenu aujourd'hui, ça n'est plus du folklore. C'est, je pense, devenu une valeur ajoutée pour lesquelles un certain nombre de marques sont tout à fait conscientes. Le fait de favoriser l'écosystème et de pouvoir réagir en fait vite. C'est toute l'agilité au-delà du Made in France. Je discutais tout à l'heure avec un client. Le Made in France, c'est pas seulement effectivement le côté cocorico, le petit drapeau français. Il faut qu'il y ait une promesse tenue. Et la promesse tenue, c'est la capacité à faire des petites séries, à réagir très vite, à faire confiance à des jeunes marques qui ont un beau projet. Et c'est ça qui va nous permettre effectivement d'être des acteurs crédibles dans le futur au niveau de l'amont de la filière. Bruno, Marion, merci beaucoup. C'est super. On voit que vous grandissez main dans la main et que c'est source d'innovation et qui sûrement profiteront au plus grand nombre par la suite. Donc, c'est peut-être un petit peu des précurseurs. C'est vraiment chouette à voir. C'est canon. Merci beaucoup pour votre présentation et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Alors, on va enchaîner tout de suite. Alors, du coup, non pas avec un duo, mais avec un trio. Donc, j'accueille maintenant Charlotte Billot de Uptrade, accompagnée de Dominique Berson de Chantel et Camille Cuvillier de la marque La Fripe Française. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour. Comment ça va? Tous. Bonjour. Bon, vous êtes tous là. À vous de jouer.
Du coup, je vais commencer parce que dans le trio, je suis celle qui est le maillon du centre. Du coup, pour représenter un peu ce qu'on fait, alors on va essayer de faire vite parce que nous, on est 3. Et à 3, évidemment, ça fait moins de temps par personne. Du coup, pour juste faire une rapide présentation de ce qu'on fait chez Uptrade, on est la première plateforme B2B de revalorisation de stock de tissus dormants pour les marques et les fournisseurs. Et notre mission, en gros, c'est de lutter contre le gaspillage textile en essayant de valoriser au maximum des savoir-faire locaux. Donc, on travaille avec la France, mais on s'étend de plus en plus avec des fournisseurs en Europe. Donc, on travaille avec des fabricants, avec des marques comme Chantel, qui ont choisi de donner une seconde vie à leurs tissus inutilisés en préservant à la fois une valeur décente pour leurs produits et la traçabilité des tissus, puisqu'on sait exactement à qui est-ce qu'on vend chaque rouleau de tissu. Et on travaille ensuite de l'autre côté avec des créateurs et des marques comme la Fripe française qui cherchent des tissus disponibles en petite mais aussi en grande quantité de plus en plus à des prix qui sont des prix qui restent intéressants et des stocks présents sur le territoire français ou européen. Donc on travaille sur des projets de relocalisation. Nous, notre prérogative quand on a commencé avec Uptrade, c'était de tisser des liens très forts avec l'ensemble de nos partenaires, soit les clients, les premiers clients qu'on a eus, ou bien les premiers fournisseurs qu'on ait rencontrés, les premières marques avec lesquelles on a pu rentrer en contact, parce que c'était une manière pour nous de mieux comprendre les besoins et donc de mieux répondre à leurs besoins. Et c'est aussi ce qui nous permet d'évoluer aujourd'hui chaque jour et d'essayer d'innover un peu toujours dans les solutions qu'on peut proposer et les stocks qu'on peut proposer à l'ensemble de nos acheteurs. Voilà, et je vais passer la main à Chantel. Merci pour cette belle introduction, Charlotte. Bonjour à tous et toutes. Alors, l'entreprise Chantel, c'est d'abord une entreprise familiale qui a une histoire sur plus de 6 générations et qui a fait ses débuts en 1876. Notre métier, c'est de concevoir, de confectionner, de distribuer, de vendre de la lingerie-corsetterie sur un panel de marques qui font partie du groupe. Je les cite, c'est un moment pour faire un petit peu de publicité: Chantel, Passionata, Femilette, Livera et Dargeli. Ce qui nous anime avant d'avoir commencé à travailler avec Uptrade, c'est la collaboration directe avec les fournisseurs de rang 1. Donc, on est des confectionneurs, donc ça veut dire qu'on achète nos matières auprès des tricoteurs, des fabricants de mailles, des denteliers, des brodeurs. Et ça, c'est vraiment au cœur de notre dispositif parce que c'est déterminant pour pouvoir créer des produits de lingerie souvent innovants, toujours confortables et puis durables. Mais la fabrication de lingerie-corsetterie, c'est aussi en fait être confronté à une vraie problématique qui consiste à assembler souvent plus de 20 matières différentes. Et quand on utilise 20 matières différentes pour faire un soutien-gorge, on est confronté à la génération systématique de stocks résiduels de matière. Et les stocks de matières résiduelles, pour tout confectionneur, c'est souvent un problème. On n'est pas du tout armé pour pouvoir adresser les marques qui pourraient utiliser utiliser ces stocks résiduels. Et donc, en 2019, alors la rencontre s'est faite de façon un petit peu spontanée, naturelle. Charlotte et Éléonore. Charlotte et Éléonore ont vraiment bien communiqué sur le fait qu'elles souhaitaient donner une seconde chance, une seconde vie à des matières qui étaient disponibles sur le territoire français. On a pris contact, on s'est rencontrés juste devant le salon d'Interfilière sur le coin d'une table de café. On a trouvé que c'était une super idée parce que, quelque part, ces matières qui nous embêtent, nous, qui historiquement ont été écoulées, voire détruites par l'ensemble de la profession, c'était l'usage. Là, c'était la possibilité de pouvoir les rendre accessibles auprès d'un tas de marques qui étaient elles-mêmes confrontées à l'indisponibilité parce que des minimums de fabrication trop importants par rapport à leur business model. Et puis nous, c'est quand même hyper valorisant parce que ça nous permettait de valoriser ces matières qui sont des matières de premier choix, qui répondent à des critères qualitatifs très stricts. C'était vraiment une combinaison, une opportunité relativement extraordinaire. Alors depuis fin 2019,
Comment ça se passe? On fonctionne en totale transparence. Charlotte et Léonore sont venues sur notre plateforme logistique, ont pu rencontrer nos équipes en charge de la qualité. On est totalement transparent sur l'origine des matières, la composition, les critères, les tests qui ont pu être menés sur ces matières. Et on avance pas à pas. Alors, comme l'évoquait Charlotte, on était parti sur un business model où on disait, voilà, vous prenez le lot en entier, mais non, on a évolué, on cherche à s'adapter aussi pour rendre crédible, possible cette opportunité qui est d'aller revaloriser ces matières. Alors moi, je dirais, j'espère que vous n'allez pas me contredire, Charlotte et Léonore, qu'on est plutôt satisfaits de bosser ensemble. Et puis, collectivement, c'est encore une fois hyper valorisant de pouvoir limiter l'impact environnemental de nos matières et trouver un deuxième usage à ces matières. Voilà, témoignage spontané. Bon, c'est super, merci beaucoup. On voit que d'ailleurs le rôle de Uptrade, finalement, c'est bien plus qu'un rôle de proposition de tissus de stock dormant, c'est vraiment un rôle de lien, de connecter finalement des marques qui ont des besoins de petits stocks et qui sont hyper soucieuses de comment elles gèrent leur sourcing. Et aussi, pour vous, Chantelle et autres, c'est aussi des possibilités de solutions pour vos stocks plutôt que la destruction. Donc, c'est vraiment... Moi, je pense que vous avez un rôle de lien qui est vraiment super important. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir le point de vue de Camille, avec qui on travaille depuis, ça va faire 1 an et demi quasiment. On travaille ensemble pour leur fournir la matière dont elles ont besoin pour créer leur collection, qu'elles sortent en précommande plusieurs fois par an et avec lesquelles on travaille depuis le début quasiment. Donc, c'était intéressant d'avoir le second pendant de notre activité. Oui, tout à fait. C'est vraiment très intéressant de voir toutes les facettes que peut revêtir une plateforme comme la vôtre. Merci beaucoup. Camille, je ne sais pas si tu as 2 minutes pour parler peut-être. Oui, je vais présenter donc, la marque. Donc, bonjour tout le monde. Donc avec mon associée Éline, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc on a créé La Fripe Française en septembre 2019. Donc La Fripe Française, c'est une marque féminine et responsable, donc sous 2 entités. Donc tout d'abord la partie vintage et la partie de nos créations, donc Made in France. Donc, on réalise à partir de fin de stock tissu et dans des ateliers de réinsertion de la région lilloise. Donc, on a commencé le projet par le vintage. Et rapidement, on a créé nos propres collections de prêt-à-porter sous seconde afin de compléter notre sélection vintage. Et donc, la première collection seconde est sortie en mars 2021. Donc voilà, toujours dans une démarche du coup responsable, on a souhaité créer nos collections à partir de fin de stock tissu. Et donc c'est pourquoi on travaille depuis le départ avec Uptrade qui propose du coup un large choix de tissus à des prix accessibles et surtout aussi adapté aux jeunes marques qui démarrent et qui peut même, on peut même continuer à travailler avec eux par la suite, parce que c'est vrai qu'au niveau des quantités, on peut très bien commander des petites quantités comme des plus grandes quantités. Donc voilà. Merci Camille. Ouais, je voudrais pouvoir rajouter un tout petit truc. Je trouve que c'est génial ce type d'opportunité parce que ça permet vraiment de sortir des sentiers battus, de se remettre en cause et d'aller sur des territoires qui ne sont peut-être pas forcément confortables, mais qui apportent de la vraie valeur ajoutée très modestement, mais à l'ensemble de la filière. Voilà. Merci Camille, merci Dominique. Oui, effectivement, c'est aussi source d'innovation d'une autre façon et c'est très inspirant, je pense, pour plein d'autres marques. Je vous remercie tous les 3 d'avoir accepté de participer. Merci beaucoup.
Nous allons enchaîner du coup sur un duo donc, avec Camélia Barbachi de chez nous et Sacha des Trois Tricoteurs. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes là? Oui, super. Bonjour Camélia. Bonjour, je parle dans le vent. Oui, j'allais dire Camélia, il faut ouvrir le micro. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier du coup Fashion Green Hub qui nous donne cette espèce de parole et de visibilité qui est extrêmement important pour nous et précieux en tant que jeune entrepreneur. Alors moi, je m'appelle Camélia Barbachi, j'ai 24 ans et je suis la fondatrice de Chez Nous. Donc Chez Nous, c'est une marque de prêt-à-porter qui célèbre le multiculturalisme à travers des pièces conçues de façon éthique. Donc ces pièces qui sont un mélange entre mes origines françaises et tunisiennes, elles sont confectionnées dans des matières à faible impact environnemental au sein d'ateliers qui favorisent l'émancipation sociale et économique des salariés. Donc dans le nord de la France, je collabore notamment avec un atelier d'insertion professionnelle. Et l'insertion, ça permet à des personnes qui relèvent de dispositifs d'insertion, comme des jeunes déscolarisés ou des femmes isolées, d'avoir un accompagnement et un cadre qui leur permet de retrouver leur place dans la société à travers l'emploi. Je collabore aussi avec un atelier de tricotage qui est situé à Roubaix, qui s'appelle Les Trois Tricoteurs, et je laisse donc la parole à Sacha qui va pouvoir nous en dire plus. Alors du coup, moi, c'est Sacha, cofondatrice des Trois Tricoteurs. On a ouvert début juillet un atelier de tricotage innovant et zéro déchet en plein centre-ville de Roubaix, qui est ouvert sur un bar et où les consommateurs peuvent voir la fabrication des produits en direct. Et donc, on a aussi une partie où on produit des petites et moyennes séries sans minimum de commandes pour les créateurs et les entreprises. C'est ce qui nous réunit du coup avec Camélia. C'était notre première commande officielle avec une marque. Et donc, on était super contents de pouvoir participer à son lancement et également, du coup, à nous de pouvoir commencer sur cette activité-là. Et du coup, on est vraiment la collaboration avec une jeune marque, notamment Camélia, qui est née à Roubaix, ça a vraiment beaucoup de sens pour nous de participer à son démarrage et de pouvoir lui permettre de produire des très petites quantités qu'elle n'aurait pas forcément trouvées dans un autre atelier de tricotage en France. Et nous, c'est vraiment énorme pour nous pour démarrer. Donc vraiment, c'est une collaboration gagnant-gagnant dans les deux sens. Alors effectivement, du coup, je reviens un peu sur notre parcours. Du coup, c'était au printemps dernier que j'ai pris contact avec les Trois Tricoteurs, quand j'étais en plein développement de ma première collection. Je recherchais un atelier qui serait capable de me confectionner mes modèles de chaussettes en petite série. Et donc, j'ai entendu parler de cette nouvelle structure qui ouvrait à Roubaix, donc super, où je suis née. Et donc, j'ai tout de suite pris contact avec eux. Et ça a tout de suite fonctionné, je pense, parce qu'on en était tous les quatre, plus ou moins, au même stade en fait, de notre aventure entrepreneuriale. Et en plus de ça, on partageait les mêmes valeurs, la même vision de la mode et la même volonté de devenir acteur du changement. Et donc voilà, on en est très content. On a développé un partenariat qui nous a permis de développer actuellement 6 modèles de chaussettes. Donc, Et tout à fait, je rebondis sur le fait de le partage des valeurs. Du coup, ça permet aussi de mutualiser du coup, les matières premières. Comme nous, on est également une marque. Quand on lui a dit qu'on utilisait du coton bio et du polyamide recyclé, c'était tout ce qu'il lui fallait pour ses chaussettes également. Donc, c'est ça aussi qui rend la collaboration plus facile. Ok, super. Du coup, Camélia, chez nous, vous êtes vous êtes tout juste en cours de campagne Ulule. Donc, je vais partager le lien pour ceux qui souhaiteraient vous soutenir. Et j'invite tous ceux qui sont à Roubaix ou de passage à Roubaix à se rendre chez les Trois Tricoteurs. C'est toujours l'occasion de boire une bonne bière locale en voyant ces chaussettes peut-être de chez nous se tricoter. Donc, c'est plutôt chouette. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.
Alors, on va enchaîner à présent avec Philippe Préto de la SCIS Les Enfants d'Alice, qui va nous parler du service qu'il propose d'économie circulaire. Bonjour Sophie. Je ne vous vois pas. On ne vous voit pas. Bonjour, est-ce que vous pouvez peut-être activer votre caméra? Alors, c'est parti. Vous m'entendez? Oui, super. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Ça va super. Super, Merci. vous m'entendez bien. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci tout d'abord pour l'invitation à cet événement. Merci à Fashion Green Hub, à Annick Johan et à toute l'équipe de nous donner l'opportunité de faire connaître notre démarche. Vous êtes toujours là? Oui, je vous laisse. D'accord, donc je m'appelle Philippe Préto. Je m'appelle Philippe Préto, je suis un ancien soldeur traditionnel. Je suis aujourd'hui sociétaire de la société coopérative d'intérêt collectif Les Enfants d'Alice. C'est une société coopérative qui a été créée en collaboration avec François Bernard, qui accompagne depuis 18 ans des projets de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire à travers sa structure, sa société coopérative Aliscope, et d'Olivia Bernard d'Anjou, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication. Nous sommes actuellement installés à Tillières-sur-Arve, dans le département 27, dans un village de 1000 habitants, sur une communauté de communes de 45 000 habitants. Je vais vous parler d'un projet autour de la loi AGEC. Alors, cette fameuse loi AGEC va obliger, au 1er janvier 2022, va obliger notamment les metteurs en marché qui n'ont pas trouvé de solution de recyclage pour leurs invendus anciennes collections de conventionner avec un éco-organisme ou d'en faire don à des associations. Tous les acteurs, importateurs et distributeurs inclus, seront tenus de ne plus jeter ou détruire, mais de réemployer, notamment par le don, leurs produits invendus à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'ESS bénéficiant de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale tel que défini par le Code du travail. L'arrivée de cette obligation pour trouver des solutions de plus en plus circulaires, économes en ressources premières et en empreinte écologique, arrive dans un contexte extrêmement tendu pour la filière. Tout d'abord, les résultats financiers ont rechuté de 14% de 2008 à 2017. Et les différents scandales liés à la filière, notamment la pollution, la surexploitation des ressources, la destruction massive d'invendus, alors que plus de 10% de la population en France vit sous le seuil de pauvreté, ainsi que la prise de conscience de la part du grand public que la filière est la deuxième filière la plus polluante au monde, oblige désormais les metteurs en marché à prendre en compte leur engagement écologique et sociétal, notamment dans les territoires. Ne plus jeter, ne plus détruire, ne pas simplement vendre ces déchets à des soldeurs traditionnels sans bénéfice en termes d'image ou de notoriété pour les marques, mettre ces invendus au service de la lutte contre la précarité, de la réinsertion sociale et de la création d'emplois, de la redynamisation des territoires en échange de valorisation de l'image de la marque en favorisant les ventes physiques et surtout digitales de nouvelles collections. Voilà ce que propose la loi AGEC aux metteurs en marché. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les territoires sont un formidable levier de croissance pour les metteurs en marché, notamment pour les enseignes. La somme de ces villages, de ces petites bourgades accolées à des villes petites et moyennes, représente en effet 20% de la population française. Ces territoires autrefois oubliés, désormais digitalisés, représentent une nouvelle chaîne de valeur, un nouveau potentiel de croissance pour les marques, notamment sur la partie digitale. Je vous donne un exemple précis. Notre commune, notre tiers-lieu, à Tillières-sur-Arve, se trouve à 42 km du premier centre commercial et des premières enseignes. Créer un outil innovant autour de la loi AGEC mettant en avant l'engagement environnemental et sociétal sans concurrence déloyale pour les marques en transformant leurs déchets anciennes collections en outils de promotion pourrait accélérer pour eux les ventes en faveur de ce canal. Alors de quoi s'agit-il? Nous construisons depuis 3 ans maintenant avec l'enseigne Tape à l'œil, qui est une enseigne du groupe Muliez, un modèle économique innovant, sécure, qui met en avant l'engagement RSE de la marque en faveur des plus démunis en échange de notoriété, de visibilité et de confiance de la part des parties prenantes sur le territoire. Nous avons donc mis en place un réseau de soldeurs solidaires. Et ces soldeurs solidaires vont sur notre territoire en braderie, à domicile ou sur la boutique solidaire du tiers-lieu. Et ils sont encadrés par une signalétique, un réseau, un message très fort qui dit, et le message est le suivant: dans une démarche RSE des entreprises et pour pallier à la pollution et à l'empreinte écologique produite par la production de vêtements, les enfants d'Alice récupèrent ces invendus auprès des groupes et leur donnent une seconde vie en les revendant dans une démarche solidaire, dans l'idée d'appliquer aux vêtements les mêmes principes que pour le gaspillage alimentaire. Les vêtements seront donnés, vendus sur des ventes solidaires à des vendeurs solidaires à des prix permettant aux plus fragiles de vêtir leurs enfants. Les bénéfices sont complètement réinvestis dans la création d'un tiers-lieu, d'un pôle territorial d'économie sociale et solidaire en Avray-Iton, afin d'y créer et de favoriser des emplois non délocalisables. Ce modèle a déjà permis en 3 ans, et ce malgré la pandémie,
le Covid, de créer un dépôt logistique pour le tri et la mise en marché des stocks donnés ou vendus. En plus des dons, nous achetons également les invendus pour créer une chaîne de valeur avec les enseignes et avec les metteurs en marché. 8 postes non délocalisables de soldeurs solidaires sur le territoire et 2 postes non délocalisables pour le tiers-lieu, la boutique solidaire et l'entrepôt de préparation. Cette co-construction entre un metteur en marché et un acteur social prouve bien que la loi AGEC est porteuse de promesses viables dans la redynamisation de nos territoires. Notre démarche est aujourd'hui complètement aboutie et nous souhaitons désormais conventionner avec de nouveaux acteurs dans le cadre de cette loi et devenir un acteur incontournable pour les metteurs en marché français. Voilà, donc nous faisons partie du réseau Fashion Green Hub. Nous appelons donc tous les metteurs en marché, les enseignes et tous les facilitateurs pouvant s'associer à notre démarche à se mettre en contact avec nous. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce Merci partage. à vous de donner de la visibilité à notre démarche qui fonctionne déjà depuis 3 ans. Voilà. Je pense que ce sera inspirant pour de nombreuses enseignes parce que ça offre de vraies solutions à la lutte contre le gaspillage. Absolument. Écoutez, l'idée principale est de se servir complètement de ces déchets anciennes collections pour redynamiser, pour recréer de l'emploi, pour revitaliser. Je pense que c'est quand même quelque chose d'absolument novateur et d'absolument fabuleux. Et on a de grands espoirs pour l'avenir. Super, on invite toutes les enseignes à vous appeler alors. On espère. À très bientôt. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné de la voix. Merci, bonne fin de journée. Également. Merci. Alors, j'accueille maintenant Jean-Claude Borde de l'entreprise familiale L'Étoile de la Montagne Noire. Alors, bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. Voilà, je suis seul. Tout le monde étant, encadré. Voilà, l'Étoile de la Montagne Noire, c'est une aventure qu'on a démarrée il y a 20 ans. Enfin, même un peu plus, mais peu importe. Et moi, j'ai fait une longue carrière dans le textile. J'ai 66 ans et j'ai, comme je dis souvent, 66 ans de textile. Donc, j'ai travaillé dans le Nord. J'ai fait ma carrière à Nieppe et pour un grand groupe belge. Et tout est parti. Toutes les sociétés ont fermé petit à petit et l'impression textile s'est arrêtée dans le nord de la France. Donc, j'avais 45 ans et je ne voulais pas finir ma vie sur cette note négative. Donc, étant du sud-ouest, j'ai recherché un tissage encore en activité et j'ai trouvé un tissage dans le temps à côté de Mazamet, à la Bastille-Rouerroux, et on a commencé à remonter des collections. Le gros avantage, j'étais axé sur de la table, c'est-à-dire qu'on s'est mis à fabriquer des nappes, on a fabriqué des torchons, des serviettes de table, évidemment, tout ce qui est du linge de maison. Le concept était de fabriquer quelque chose uniquement sur place. Donc, et le but était de faire la confection sur place. Donc, on s'est entouré d'ateliers qui sont dans un périmètre de 20 km et on a commencé à ouvrir le premier magasin à côté du tissage. C'est dans un village qui est complètement perdu et ça a été une grosse galère. Mais ça ne fait rien, on ne s'est pas découragé malgré tout ça. Et ensuite, on a ouvert un gros magasin à Mazamet où là, on a pu mettre également tout le stockage des produits confectionnés et faire un magasin également de vente. La société a progressé, mais ça a mis beaucoup de temps. Quand on a monté cette affaire il y a 20 ans, les gens n'étaient pas sensibilisés à une production locale. On leur disait que c'était fait sur place, que c'était confectionné sur place. Le prix était vraiment très important pour eux et ils étaient tellement polarisés par tout ce qui arrivait en importation que ça ne les intéressait pas. Par contre, à la différence de ce qui est importé, on a fait un produit très qualitatif, dans le sens où on travaille des cotons peignés. La toile que nous tissons est une toile lourde. Le produit est pratiquement inusable. Donc, petit à petit, c'est rentré dans la tête des gens et le produit a trouvé sa clientèle.
On a observé depuis avant le Covid, il y a une inversion de la clientèle. On a vu arriver beaucoup plus de jeunes, parce que traditionnellement, on avait des personnes d'un certain âge qui venaient acheter nos produits pour leurs enfants et tout ça, mais on a vu arriver les jeunes. Ensuite, les gens ont pris conscience qu'il ne restait pas grand-chose en production et qu'il fallait faire bénéficier la production locale pour qu'elle continue. Et ça s'est accentué durant le Covid. Nous, on a observé un doublement du chiffre d'affaires. Ensuite, on s'est retrouvé confronté à des donneurs d'ordre qui, eux aussi, cherchent à rapatrier de la production sur la France. Donc, on a travaillé cette année pour une maison comme, pas en direct, mais par un donneur d'ordre pour Guerlain. C'est des choses qu'on n'avait pas avant. Là, on vient de faire des plaids également pour les laboratoires Fabre. Donc, c'est vraiment, il y a une prise de conscience complète sur la production française. Le gros problème qu'on a, c'est la production. On n'est pas capable de faire face à des grosses demandes. Il y a actuellement de gros problèmes d'approvisionnement. Le marché international est complètement déstabilisé. Donc, on se bat tous les jours. Voilà. Autrement, le métier est très intéressant. Je dirais à tous ceux qui ont des idées d'aller au bout de leurs envies et au bout de leurs rêves. Il ne faut pas non plus que le produit soit basé que sur du marketing. Il faut vraiment qu'il y ait de la consistance, c'est-à-dire il faut qu'il soit qualitatif. On ne peut pas, vu les niveaux de prix que nous avons, faire des produits bas de gamme. Et il faut viser vraiment, si on veut faire perdurer nos sociétés, il faut viser le luxe. Donc, chaque fois, je n'arrête pas de chercher des produits plus innovants, plus performants, plus beaux. Je travaille beaucoup l'esthétique, je travaille beaucoup les finitions et en fait, c'est ça. Voilà.